Faites ce que je dis. Si vous n'obéissez pas, vous prendrez une balle. Si vous bougez brusquement ou bizarrement, vous prendrez une balle. Pas de questions, pas d'avertissement, juste une balle tout de suite. Les 8 salopards de Quentin Tarantino est justement ce film qu'on ne peut vraiment apprécier qu'après l'avoir vu une seconde fois. De plus, je vous assure qu'à chaque nouveau visionnage, vous découvrirez soudainement quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous avait échappé auparavant. Des détails, des répliques, des gestes auxquels vous n'aviez pas prêté attention auparavant. Tu sais ce que c'est, demoiselle ? C'est une lettre de Lincoln. On peut revoir ce film à l'infini en savourant la magie du jeu d'acteur et en s'immergeant dans l'atmosphère unique créée par Tarantino. Alors, comment va la vie après la guerre ? Et l'une des raisons à cela, ce sont les personnages, chacun jouant son propre jeu et cachant ses véritables motivations. Même après avoir vu le film, on se demande encore qui dit la vérité et qui tisse habilement une toile de mensonges. Et sans doute, le personnage le plus ambigu parmi ce groupe douteux est le major Marcus Warren, interprété par l'inimitable Samuel Leroy Jackson. Tu m'as traité de menteur ? Mais pas encore. S'est-il retrouvé par hasard sur la route du dirigeable de John Ruth ? L'histoire du fils du général Smithers est-elle vraie ? Pourquoi ne ramène-t-il jamais les criminels vivants, contrairement à John Ruth qui fait l'inverse ? Dans quelle mesure l'image d'un chasseur de primes noirs aux États-Unis après la guerre de sécession est-elle réaliste ? Et enfin, la lettre d'Abraham Lincoln qu'il porte dans sa poche est-elle authentique ? Voyons cela de plus près. Qu'est-ce qui rend les films de Quentin Tarantino si cultes ? Bien sûr, ce sont des dialogues brillants et des rebondissements inattendus. Mais il y a un autre détail sans lequel ces films n'auraient pas eu un tel impact, et c'est le montage. C'est justement le montage qui donne le rythme aux scènes, crée de la tension ou, au contraire, détend, dévoilant les personnages et transformant des scènes ordinaires en œuvres d'art. Pour comprendre qui est vraiment le major Marquis Warren, rappelons-nous son intrigue. Warren est un ancien soldat de l'Union qui, après la guerre de sécession, est devenu chasseur de primes. Je suis le major Marquis Warren, ancien cavalier, désormais officier de justice. Il se retrouve sur la route de la diligence dans laquelle John Ruth, surnommé le bourreau, transporte sa prisonnière, la dangereuse criminelle Daisy Domergue, pour la livrer à Red Rock. Il s'avère qu'il a croisé John Ruth il y a 8 mois lors d'un dîner dans la ville de Chattanooga. Toi et moi, on a déjà partagé un dîner à Chattanooga. Gardez ce détail en tête, il sera utile plus tard. Le major Marquis Warren, c'est Daisy Domergue. Quand ils arrivent à la boutique de Minnie, le major sent tout de suite que quelque chose ne va pas. Son expérience et son attention lui permettent de reconnaître instantanément des détails qui pourraient sembler insignifiants aux autres. Il y a trop de chapeaux ici. Minnie a une règle, pas de chapeau dans la maison. Bob le Mexicain est censé remplacer Minnie, la propriétaire de la taverne, pendant qu'elle serait partie rendre visite à sa mère. Mais Warren trouve cela suspect, car il sait que Minnie n'aime pas les Mexicains. Le regard attentif du major remarque aussi immédiatement le fauteuil de Dave, dans lequel il n'autorisait personne d'autre que lui-même à s'asseoir. Son attention est attirée par les bonbons coincés entre les lames du plancher, ainsi que par le ragoût qu'il a immédiatement identifié comme étant celui préparé par Minnie. Ne comprenant pas tout à fait ce qui se passe, il décide pour l'instant d'observer, mais il soutient John Ruth lorsque celui-ci décide de désarmer tous ceux présents. Calme-toi, prends le revolver. De plus, c'est le seul moyen de garder une arme sur soi, car John Ruth les prend à tout le monde, sauf au major. Tout change quand quelqu'un verse du poison dans le café, et John Ruth et Obey meurent. Le major met tout le monde contre le mur, pensant qu'il contrôle totalement la situation, mais une surprise l'attend, quelqu'un qu'il n'avait pas pris en compte. Dans la cave se cache Jody Domergue, le frère de la prisonnière. C'est l'erreur fatale du major, celle qui va bouleverser le cours des événements. Dis adieu à tes couilles. À mon avis, c'est la vengeance qui motive principalement le major.
Et à ce sujet, j'ai une théorie qui relie le général Smithers au major Warren. Voyons d'abord si l'histoire du major Warren à propos du fils du général Smithers est vraie. Il tremble de tout son corps et il pleure encore, alors que moi, je me sens bien. Pour moi, cette histoire est un mensonge et juste une provocation. Il est évident que Warren essayait de faire perdre son sang-froid au général et de le pousser à saisir son pistolet, ce qui aurait donné au major l'occasion de l'abattre sous des prétextes plus ou moins légaux. Cette idée a sans doute surgi chez Warren après que John Ruth ait dit qu'on ne pouvait pas simplement tuer le vieil homme. Oui, c'est ça le problème avec les vieillards. On peut les pousser dans l'escalier et dire que c'est un accident, mais on ne peut pas les abattre. Le major cherche clairement à rendre son histoire aussi vive et choquante que possible, en la racontant dans tous ses détails. Le tableau a-t-il été présenté? Votre fils. Très probablement, la fin où il force Chester mourant à ramper vers son Johnson a été inventée. C'est une situation trop risquée. Le prisonnier aurait pu attaquer, essayer de prendre l'arme ou, finalement, laisser Warren sans ce qu'il avait de plus précieux. Mais une autre question se pose ici. Le major connaissait-il vraiment le fils de Smithers et l'a-t-il vraiment tué? Et la réponse, à mon avis, est oui. On pourrait penser que Warren a entendu la conversation du général avec le shérif Mannix sur l'objectif de sa visite à Red Rock. « Que venez-vous faire dans le Wyoming, monsieur ?»« Mon fils, Chester Charles Smithers, est mort ici il y a quelques années. » Le général dit que son fils a disparu dans cette région il y a 2 ans. Il est venu ici, dans les montagnes du Wyoming, à la recherche de la fortune. Et il vient pour l'enterrer symboliquement. J'ai acheté pour lui une parcelle symbolique au cimetière de Red Rock et je vais discuter avec le tailleur de pierre du monument funéraire. Mais il y a une incohérence ici. À ce moment-là, Warren n'était pas dans la pièce. Il était à l'écurie avec le Mexicain Bob. Je sais, Seigneur Bob. Je te testais. On nous les montre même par la fenêtre. Donc il est peu probable qu'il ait pu écouter la conversation. Néanmoins, lorsque le major revient dans la pièce, il regarde immédiatement le général, le reconnaissant clairement. Bon, encore une chose. Peu après, il s'adresse à Smithers. « Général Sanford Smithers ?» La bataille de Bâton Rouge? Ce qui suggère encore une fois qu'il le connaît apparemment depuis la bataille de Bâton Rouge. De plus, il connaît le nom de son fils. « Je vais suivre mon chemin, tu suis le tien. » Ton gars disait souvent la même chose. Ce qui prouve qu'ils se fréquentaient, vraiment. Le général, en parlant avec Mannix, mentionne que son fils est parti dans le Wyoming pour chercher fortune. S'il avait fait ce pourquoi il était venu, il serait déjà rentré chez lui. Et si l'on se rappelle qu'une récompense de 5 000 $ a été mise sur la tête du major, il devient tout à fait plausible que le fils de Smithers ait été l'un de ceux venus pour chasser Warren. C'est probablement à ce moment-là qu'il a parlé au major de son père, avec qui il s'était battu à Bâton Rouge. « Il m'a raconté toute l'histoire de sa vie, et vous en faisiez partie, général. » Il s'avère que Warren ne mentait pas simplement pour provoquer Smithers. Il connaissait vraiment son fils et, peut-être, a vu dans cette situation une occasion de mettre fin à une vieille querelle. Quand j'ai découvert que j'avais entre mes mains le fils du meurtrier sanguinaire de Bâton Rouge. Mais ce n'est pas tout. Autant que nous puissions en juger, le major Marquis Warren est un visiteur régulier dans le Wyoming. Il connaît bien Minnie, sa taverne et les coutumes locales. Minnie a une règle, pas de chapeau dans la maison, et je ne me souviens pas qu'elle ait été enfreinte. Il est également en bons termes avec Dave. C'est le fauteuil préféré de Dave. Warren était venu il y a 2 ans, lorsqu'une pancarte sur la porte parlait des Mexicains. Si tu avais été ici il y a 2 ans et demi, tu aurais vu une pancarte accrochée juste au-dessus du bar. Il y a 6 mois, il mangeait le ragoût de Minnie. Oui, ça fait 6 mois que je n'ai pas mangé le ragoût de Minnie. C'est justement dans le Wyoming qu'il se cachait des chasseurs de primes quand une énorme récompense avait été mise sur sa tête. Ces va-nu-pieds quittaient maison et famille pour partir à ma recherche, espérant trouver fortune dans les montagnes. Il est évident que cette région était son lieu de résidence permanent. Mais souvenez-vous, au tout début, John Ruth mentionne qu'il a vu Warren il y a 8 mois à Chattanooga, dans le Tennessee. Toi et moi, on a déjà partagé un dîner à Chattanooga. Combien de temps s'est écoulé depuis ? Depuis ce dîner ?
Pour plus de contexte, la distance entre le Wyoming et Chattanooga est d'environ 2400 km. Et 2 mois après cette rencontre, le Major se trouvait déjà dans la taverne de Minnie. Oui, ça fait 6 mois que je n'ai pas mangé le ragoût de Minnie. La question se pose d'elle-même. Que faisait-il à Chattanooga? Et à ce sujet, j'ai une théorie. Voici ma théorie. Maintenant, tournons notre attention vers le général Smithers. Il est originaire de Géorgie, plus précisément d'Atlanta. Je viens d'Atlanta, elle vient d'Augusta. Et la distance entre Atlanta et Chattanooga n'est que d'environ 190 km. Cela permet de supposer que le Major ne s'est pas retrouvé aussi loin du Wyoming par hasard. Il est possible qu'il se soit délibérément dirigé vers le sud pour retrouver son vieil ennemi, le général Smithers. Vous avez capturé tout le commandement de couleur, mais aucun officier n'est arrivé ce jour-là au camp. Si l'on en croit le récit de Warren, il a tué le fils de Smithers il y a 2 ans. Et si le fils a vraiment parlé de son père au Major avant de mourir, alors Warren a pu élaborer un plan de vengeance. Et Chattanooga est une étape intermédiaire sur la route d'Atlanta. Peut-être qu'à Atlanta, il n'a pas pu éliminer le général sans risque pour lui-même. Alors, il a pu essayer de l'attirer d'une autre manière, par exemple en écrivant une lettre. Heureusement, il avait déjà de l'expérience dans ce domaine. Le calcul était que Smithers irait lui-même dans le Wyoming, où Warren le rencontrerait à ses propres conditions. Pourquoi Warren a-t-il attendu si longtemps? Le fils de Smithers a disparu il y a 2 ans, et le Major n'est arrivé à Chattanooga qu'il y a 8 mois. L'explication peut être simple. À cette époque, une grosse récompense avait été mise sur sa tête. Les Confédérés avaient mis $30 000 sur la tête du Major Marquis. Apparaître sur un territoire où de nombreuses personnes chassaient sa vie était extrêmement dangereux. Peut-être attendait-il que la situation se calme avant de mettre son plan à exécution. Si tout cela est vrai, alors le voyage de Warren vers le sud n'est pas un hasard, pas plus que l'apparition du colonel dans la boutique de Minnie. Voilà, que pensez-vous de ma théorie? Bien sûr, ce n'est qu'une supposition, mais elle me semble tout à fait plausible. Vous pouvez écrire dans les commentaires si cette version vous paraît convaincante. Tous les détails s'agencent logiquement. Le Major Marquis Warren, informé du général Smithers par son fils, part au sud régler une vieille querelle. Il ne poursuit pas simplement son objectif, mais il le fait avec la prudence et le calcul qui lui sont propres, comprenant que chaque pas peut lui coûter la vie. Comme on le sait, le Major Marquis Warren ramenait toujours les criminels morts, contrairement au bourreau John Ruth. À première vue, le choix de Warren semble logique. Lui-même l'explique simplement, c'est plus facile avec les morts. Quant aux miens, on ne les pend pas, je ne les ramène jamais vivants, jamais. Transporter des désespérés, c'est le meilleur moyen de mourir. Mais est-ce vraiment aussi simple? Je pense que ce n'est qu'une partie de la vérité. Warren est un ancien esclave, et cela a laissé une empreinte indélébile sur son caractère, car il a vécu dans un monde où sa vie ne valait rien. Un autre esclave vivait dans la plantation, Oncle Chad. La liberté promise après la guerre de sécession fut une illusion. Sa participation à la guerre lui a donné l'espoir de l'égalité, mais la réalité a montré que même la victoire de l'Union n'a pas accordé de véritables droits aux Noirs. Une promesse mensongère, comme l'uniforme que le Nord donnait aux jeunes gens de couleur que vous ne vouliez pas reconnaître à l'époque. C'est pourquoi le Major porte sur lui une lettre de Lincoln, qui est en réalité une fausse, mais pour Warren, c'est la protection qu'il n'a jamais reçue. Tu n'as aucune idée de ce que c'est d'être un jeune homme noir vivant en Amérique, et ce bout de papier, il désarme tout le monde. Chris Mannix pense que le Major se moque des idéaux et qu'il a participé à la guerre parce qu'il aime l'impunité. On t'a accusé d'être obsédé par les meurtres et d'être parti à la guerre juste pour tuer des blancs, alors que tous ces bleus contre les gris ne comprennent rien. Je pense qu'il y a du vrai, mais la vraie raison est l'injustice qu'il a subie, surtout vu son passage dans un camp de prisonniers de guerre. Un camp de prisonniers de guerre en Virginie occidentale. Tu t'en es sorti. Ces camps étaient un véritable enfer sur Terre, où les gens mouraient de maladies, de faim et de mauvais traitements. Après avoir vécu cela, Warren a probablement perdu foi en l'humanité et en la justice, estimant qu'il devait agir comme il l'entendait pour survivre. Les sudistes ont perçu mon existence comme une insulte personnelle. Ces circonstances dressent le portrait d'un homme guidé par la douleur, la colère et la vengeance. Chaque criminel tué n'est pas seulement l'élimination d'une menace, mais aussi un acte de rétablissement de sa justice personnelle. Warren est devenu son propre juge, bourreau et le seul soutien dans un monde qui a toujours été contre lui.
C'est pourquoi, à mon avis, c'est la vengeance qui est à la base de la motivation du Major. Le Major Warren est un homme dont la vie a été façonnée sous le joug de l'esclavage, dont la déception envers les idéaux de la guerre civile l'a transformé de soldat en chasseur de primes. La liberté qu'il a défendue était une illusion, et l'égalité n'était que des mots. De plus, Warren a été fait prisonnier, où il a appris par sa propre expérience qu'on ne peut compter dans ce monde que sur soi-même et sur ses propres forces. Tout cela l'a rendu cynique mais pas brisé. Il a commencé à être animé par la vengeance pour l'humiliation, la tromperie et les pertes subies. Dans ce monde impitoyable, il ne croit plus ni aux lois ni aux gens. Warren se sauve lui-même, recourant souvent à la cruauté et à la tromperie, qui sont devenus pour lui les seuls outils de survie. C'est une tentative de reprendre le contrôle dans un monde qui n'a jamais été de son côté. Dans quelle mesure le personnage du Major Marquis Warren est-il réaliste? En y réfléchissant, ce personnage soulève pas mal de questions. Un chasseur de primes noires, ancien esclave, très instruit, qui maîtrise les armes et se déplace librement à travers le pays à une époque où le racisme faisait partie du quotidien. N'est-ce pas un peu trop tiré par les cheveux? Alors que de nombreux esclaves affranchis faisaient face à la discrimination et aux menaces, Warren voyage librement à travers le pays, collabore avec les autorités et reçoit des récompenses pour la capture de criminels. L'un de mes compagnons vaut 4 000 $, un autre 3 000 et le troisième 1 000. Cela me suffit largement. Malgré la victoire du Nord à la guerre de sécession, la société américaine est restée longtemps profondément raciste. Et imaginer qu'un Afro-Américain puisse exercer une profession aussi dangereuse et indépendante semble douteux pour beaucoup. Dissipons ces doutes. Un Noir instruit au 19e siècle, même s'il était esclave, ce n'était pas si rare que ça. Certains esclaves, surtout ceux employés chez leur maître, recevaient une éducation, bien que limitée. Le Major Warren aurait très bien pu apprendre à lire et à écrire avant la guerre, puis développer ses compétences après la fin de celle-ci. En ce qui concerne son activité professionnelle, il convient ici de mentionner une personne ayant réellement existé. Voici Bass Reeves, né en juillet 1838 dans l'Arkansas, ancien esclave, tireur d'élite, fermier et adjoint du Marshal fédéral. Son histoire est vraiment impressionnante. Reeves maîtrisait 5 langues des tribus autochtones, ce qui faisait de lui un pisteur indispensable sur le territoire indien. En tant que marshal fédéral, au cours de sa carrière, il a arrêté entre 3 et 4 000 criminels et a tué environ 20 personnes lors de fusillades. Il a traqué et éliminé le célèbre criminel Jim Webb, qui était responsable de plus de 11 meurtres. Reeves a également réussi à capturer le meurtrier Wally Billard avec sa bande, qui comprenait Jody Simmons et Sam Leslie. De plus, il a participé à une fusillade avec un bandit nommé Frank Buck, qu'il a finalement abattu. Bass a survécu à la mort de sa femme, a accidentellement tué son propre cuisinier et a été obligé d'arrêter son propre fils, accusé du meurtre de sa femme. Bass Reeves a inspiré de nombreux films, émissions et livres. Une statue en bronze lui rend hommage dans le parc Pendergraft, en Arkansas, et un pont porte son nom en Oklahoma. En 2013, Reeves a été intronisé au temple de la renommée des cow-boys au Texas. Bon sang. Te lever ou non, c'est à toi de décider. Je vais me lever. Alors lève-toi. Si on le compare au Major Warren, c'est évident. L'histoire réelle de Reeves n'a rien à envier, et elle surpasse peut-être même le personnage fictif du Major. Tous deux sont des exemples incroyables de résilience et de force d'esprit de personnes qui ont résisté au système. En théorie, le Major aurait très bien pu correspondre ou même rédiger un texte suffisamment convaincant pour passer pour un original d'Abraham Lincoln. Au fait, à propos de la lettre, est-ce un faux ou s'agit-il vraiment d'une lettre du président ? Certains pensent que la lettre d'Abraham Lincoln que le Major Marquis Warren possède n'est pas un faux. La lettre de Lincoln pour lui. Il correspondait pendant la guerre, des amis qui échangeaient des lettres. Certains critiques affirment que le document est authentique et fondent leurs arguments sur plusieurs détails. Premièrement, la réaction de Warren lorsque Daisy Domergue crache sur la lettre. À ce moment, on lit dans ses yeux l'horreur et l'indignation, que les partisans de cette théorie jugent inexplicable si la lettre était fausse. Deuxièmement, le Major est un grand menteur et son accord sur la fausseté de la lettre serait une couche de mensonge supplémentaire.
et le refus habituel de discuter avec Mannix lorsque celui-ci remet ouvertement en question l'authenticité de la lettre. On dit que tu as une lettre de Lincoln. Qu'est-ce que je t'ai dit, imbécile? Laisse-moi tranquille. Certains y voient une tentative d'éviter le conflit ou un élément d'un jeu plus complexe. Pourtant, ces arguments ne tiennent pas la route. La vérité apparaît dans la scène finale, quand il remet la lettre à Mannix pour qu'il la lise. « Puis-je voir cette lettre ?» Mannix complimente l'écriture. « La vieille méthode elle-même, je dirais que c'est bien dit. » À quoi Warren répond « Oui, merci. » Parce qu'il accepte le compliment, comme le véritable auteur de cette lettre. La réaction de Mannix confirme également que la lettre est fausse. Il la froisse et la jette sans hésiter, comprenant qu'elle n'a aucune valeur historique réelle. Et le major lui-même dit clairement qu'il ment. Alors, c'était un mensonge ? Eh bien, évidemment. Voilà pourquoi il a besoin de cette lettre. Tu n'as aucune idée de ce que c'est d'être un gars noir vivant en Amérique, et ce papier, il désarmait tout le monde. La lettre est fausse, mais sans aucun doute, elle reflète le génie de son auteur. L'importance de la lettre de Lincoln pour le major Marquis Warren devient évidente si l'on considère le contexte historique des événements. La guerre de sécession s'est conclue par la victoire de l'Union et l'abolition officielle de l'esclavage, mais la vie des Afro-Américains n'a pas pour autant radicalement changé. Les Noirs américains, y compris ceux qui avaient combattu pour l'armée de l'Union, se sentaient trahis. Malgré l'espoir d'égalité et de liberté, la réalité était tout autre. Beaucoup se sont engagés dans l'armée en croyant qu'après la guerre, ils seraient reconnus comme des citoyens à part entière, mais leurs attentes se sont heurtées à un mur de discrimination et d'injustice. Les gars noirs sont en sécurité lorsque les gars blancs sont désarmés. D'ailleurs, le doublage, comme toujours, a caché de nombreux éléments qui le montrent clairement. Par exemple, Warren dit « Ce n'était qu'une fausse promesse d'un gars noir, comme l'uniforme que le Nord donnait aux gars de couleur. » Mais dans la version originale, il dit ceci. Un peu comme ces uniformes que l'Union donnait aux troupes de couleur. Les troupes de couleur ne sont pas juste des hommes de couleur. L'Union a donné ses uniformes aux soldats de couleur. Le Nord équipait les gars de couleur. C'est un type spécifique de troupes. Elles étaient appelées United States Colored Troops, ou USCT en abrégé, c'est-à-dire les troupes de couleur des États-Unis où seuls des soldats noirs étaient recrutés. Ces unités ont joué un rôle énorme pendant la guerre civile, mais leur situation laissait à désirer. Elles étaient généralement commandées par des Blancs, tandis que l'avancement pour les soldats noirs était limité. Ils recevaient un salaire inférieur à celui des Blancs, étaient souvent moins bien équipés et couraient plus de risques sur le champ de bataille que leurs camarades Blancs. Leur mortalité était 35% plus élevée que celle des autres troupes. Ils se sont battus pour la liberté qui leur avait été promise, mais ont finalement été témoins de l'oubli de leur contribution. La couverture n'était qu'une promesse mensongère faite à un homme noir, tout comme l'uniforme que le Nord donnait aux hommes de couleur. Par ailleurs, le doublage a aussi déformé cette phrase. Par exemple, Warren est appelé le Major Sanglant. Comment ça va, Major Sanglant? Le nombre est impressionnant, Major Sanglant, Major Sanglant. Dans la version originale, il n'est pas le Major Sanglant, mais le Major Noir. Comment ça va, Major Noir? Major Noir, Major Noir. Cela met en avant le thème du racisme qui, selon moi, a vraiment influencé sa vision de la vie et de la justice. Chaque personnage des 8 salopards mérite une analyse à part, car souvent, derrière leurs actions et leurs paroles, ils se cachent bien plus qu'il n'y paraît à première vue. J'ai déjà eu l'occasion d'analyser des personnages comme John Ruth et Oswaldo Mowbray. Ces analyses sont dans une playlist spéciale, accessible via un lien à l'écran et dans la description sous la vidéo. Et si vous souhaitez que je continue et que j'analyse les autres membres de ce groupe de 8, tout dépendra de vous. Mettez un like à cette vidéo et écrivez en commentaire quel personnage vous aimeriez voir dans la prochaine analyse. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer cette vidéo.